Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Flashback vous fait vivre toute la semaine le festival Lumière qui aime nous plonger dans l'œuvre méconnue des pionnières du 7e art. Cette année, le festival met à l'honneur Dorothy Arzner, scénariste, monteuse, puis réalisatrice à Hollywood dans les années 30 et 40, que nous raconte le journaliste et écrivain Philippe Garnier, qui présente dans ce festival plusieurs films de la cinéaste. Philippe Garnier, bonjour, merci d'être avec nous dans Flashback. Alors, est-ce que l'on peut affirmer que Dorothy Arzner est la seule femme cinéaste de l'âge d'or hollywoodien ? De l'âge d'or hollywoodien, oui. Donc de l'âge d'or, si vous voulez dire le système des studios. Mais en fait, le système des studios commence seulement en 33-34. Et elle a commencé pendant le muet. Je ne pense pas qu'elle soit aussi immense au niveau d'importance historique que, je sais pas, quelqu'un comme Lois Weber, par exemple, qui était une industrielle. Elle était une femme d'affaires, écrivain, metteur en scène, etc. Arzner, disons qu'elle était metteur en scène comme quelqu'un comme Raoul Walsh ou comme Curtis pouvait l'être à l'époque des studios, quoi. C'est-à-dire que ils acceptaient des matériaux, on leur donnait des matériaux à tourner, et après eux ils se démerdaient pour les rendre plus intéressant, plus personnel, etc. Mais alors, ça venait jamais de projets personnels qui voulaient, Dorothy Arzner, elle n'a jamais voulu faire Autant tourne porte le vent ou un truc comme ça, quoi. Enfin, elle a jamais fait campagne pour faire quelque chose. Elle a toujours joué le jeu. Mais alors, quand même, pourquoi elle ? Parce qu'elle évolue dans un monde d'hommes, régi par les hommes. Comment elle est parvenue à s'imposer comme réalisatrice ? Un milieu, quand même, la faune hollywoodienne, c'est quand même quelque chose. Oui, mais il faut savoir aussi que quand elle s'est imposée, les femmes avaient un rôle assez prépondérant à Hollywood, surtout en tant que scénariste, mais aussi en tant que monteuse. Elle s'est imposée en tant que monteuse, mais elle a en fait sa force, c'était que c'était une cinéaste complète. C'est d'ailleurs pas un hasard si une fois qu'elle a terminé avec le cinéma, elle s'est mise à enseigner le cinéma à UCLA, avec notamment Coppola elle a eu Coppola comme élève. Donc elle pouvait enseigner tous les aspects du cinéma. Et deuxièmement, il y avait quand même un facteur qui était important, c'est que Arzner elle était originaire de Los Angeles, qui est aussi très rare pour quelqu'un d'Hollywood. Et elle était indépendamment riche. C'est-à-dire que elle avait ce que les Américains appellent fuck you money. C'est-à-dire qu'elle pouvait envoyer paître ses patrons si ça se passait mal. Elle pouvait quitter le studio. C'était pas un problème pour elle de perdre un job. Ça, c'était une force, je pense, parce que elle était elle était pas autoritaire, etc. Mais elle connaissait sa valeur et elle se laissait pas marcher sur les pieds du tout. Et elle était très respectée, en fait. Respectée parce qu'elle était très utile au studio. Non seulement parce que elle n'était pas bégueule, on lui disait de remplacer tel mec qui venait de se faire virer ou tel mec qui faisait pas l'affaire ou je sais pas quoi. Elle reprenait volontiers un film de quelqu'un d'autre. Et aussi parce que on lui confiait souvent les films un peu charnières, les films clés, les films importants pour les actrices. À différentes périodes de sa carrière. Par exemple, quand Paramount s'est finalement décidé à faire un film sonore parlant de Clara Bow, par exemple, c'est à elle qu'on a confié le film. C'était The Wild Party. Quand Sam Goldwyn a voulu lancer
une actrice suédoise, Sten, comme nouvelle Garbo. Eh ben, c'est à elle qu'il a confié sa nouvelle pouliche. Et ils ont fait Nana, ça fait un bide, mais c'est pas la faute d'Arzner, quoi. Donc elle était, voilà, je pense que sa force, c'était que elle faisait des films qui faisaient de l'argent et surtout, elle rouait pas dans les brancards. Alors maintenant, il y a un autre facteur encore qui est beau. Quand on voit les photos d'elle, si vous en avez déjà vu, c'est costume cravate, c'est quand même des tenues un peu sévères. Enfin, on pourrait même dire butch. Enfin, elle était lesbienne. Alors, elle était lesbienne déclarée. Enfin, elle se cachait pas. C'est-à-dire c'était connu dans le milieu. Bien sûr, pour la presse et pour les fans de magazines et tout ça, il disait qu'elle était a woman's director. Enfin, c'était un euphémisme, mais qui n'était pas du tout compris par le public d'ailleurs. Ça a toujours été le jeu. Comme Cukor, enfin, on disait toujours que c'était a woman's director aussi, mais bon, on disait pas qu'il était gay, quoi. Et lui non plus d'ailleurs, il l'a jamais dit. Mais encore une fois, même en tant que lesbienne, elle posait pas une menace pour personne, parce qu'elle était très rangée. Elle vivait avec une femme, la même femme, pendant des années et des années, quelqu'un qui s'appelle Marion Gordon, qui était aussi écrivain, qui a écrit deux films pour Mae West. Et voilà, donc ça explique un peu sa longévité, disons. Dans ces films, elle accorde une place prépondérante à la femme. Est-ce qu'on le retrouve, ça, cet aspect féministe dans ces films, ou c'est un peu plus caché ? C'est-à-dire que vous savez qu'il y a eu une relecture de sa filmographie sous l'angle féministe et sous l'angle il y a énormément d'articles et de bouquins de gender studies, quoi. Enfin, donc sous l'angle lesbien, etc. Moi, je trouve que c'est pas vraiment la servir de prendre ces films à la loupe et d'essayer de repérer des trucs. C'est évident qu'il y a un plaisir à filmer les femmes, surtout les jeunes femmes, dans leur intimité, ce qui arrive dans The Wild Party avec Clara Bow. C'est des collégiennes, donc elles sont tous en petite tenue et tout ça. Working Girls, c'est deux filles qui des secrétaires, quoi, mais qui vont à la chasse à l'homme. Donc c'est pareil, c'est un peu comme ça, un peu débraillé. Mais il n'y a absolument jamais la moindre scène ambiguë. Et même, je dirais même à dire qu'elle était plutôt lesbienne en creux dans son travail, dans la mesure où les rares fois où il y a eu, on lui a donné un matériau avec un personnage de lesbien, clairement, comme dans The Wild Party avec Clara Bow, il y avait un personnage qui était clairement identifié comme lesbienne, et donc, étant donné la période, c'était une malade, c'était un cas pathologique à guérir, quoi. Eh bien, au lieu de montrer cette personne sous ce jour-là, ce qui aurait été obligé à cause de la censure, eh bien, elle a supprimé le personnage. Donc, si vous voulez, c'est un acte artistique et politique, mais il est en creux, quoi. Elle l'avait enlevé. Alors, son film, l'un de ses films les plus connus que moi j'aime particulièrement, qui est L'Obsession de Madame Craig, et qui est un portrait vraiment cruel d'une femme mariée à sa maison, qui n'éprouve aucun intérêt pour quiconque à part son intérieur. Et malgré tout, ça c'est le talent à mon avis de Rodney Arzner, on ressent de l'empathie pour elle. Alors, c'est sans doute aussi dû à cette formidable comédienne qui est Rosalind Russell, qui est à la fois terrible, sévère et finalement bouleversante. Ça, c'est quand même une qualité de cinéaste, d'arriver, de partir de quelque chose d'assez caricatural, ou en tout cas de cliché, et d'en faire quelque chose d'émouvant. Oui, absolument. Et surtout que la pièce qui était adaptée, la pièce à l'origine était une pièce beaucoup plus noir et blanc, beaucoup plus... le personnage de Harriet Craig était vraiment un monstre. À la limite, cas pathologique, quoi. Et Arzner et sa scénariste, Mary McCall, parce qu'elle travaillait beaucoup avec ses scénaristes. Ils ont justement, ouais, c'est ça, c'est ce que vous avez dit, c'était
nuancer le personnage, le rendre plus riche. Comme d'ailleurs toute l'histoire de Harriet Craig. Enfin, je veux dire, en particulier les personnages. Il y a un jeu très subtil de scénario fait avec les personnages secondaires qui, dans le cas de ce film, par exemple, sont tous par couple. Il y a le domestique avec son petit ami, il y a la tante avec quelqu'un d'autre, et ils s'en vont tous, ils abandonnent tous Harriet Craig à sa folie quand même, enfin sa solitude, mais c'est son mari est le seul à s'en aller tout seul, quoi. Donc, et ça, elle le fait dans tous les films. Moi, si je disais que, enfin, si vous voulez, son talent, c'était, elle touchait pas vraiment à l'histoire qu'elle avait à raconter, puisque c'était son boulot, c'était de la raconter, l'histoire. Par contre, son art, son apport, c'était justement de jouer dans les coins, de jouer en particulier avec les personnages secondaires. I am just a sweet young thing of 22. Or so. I never think to smoke or drink. My life is one long... What? No. I finished at Miss Sniffing School, a model debutante. I know each fork and spoon and rule. I don't say can't, but can't. My etiquette is mais oui. I pour a proper pot of tea. And even when I need a nip, I never slip. Well, almost never. Oh, cut it out, fellas. Philippe Garnier présentera également au Festival Lumière la version restaurée du Grand Chantage d'Alexander McKendrick, pour lequel il signe un livre de 200 pages, inclus dans l'édition DVD Blu-ray, dont la sortie est prévue le 30 novembre. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.